Yuki est un jeune homme faible et innocent, vivant dans un monde où seules les femmes possèdent des super-pouvoirs. Cependant, sa vie monotone change complètement lorsqu'une puissante matriarche le transforme en son serviteur personnel. Désormais, il devra lui obéir, mais en retour, elle devra satisfaire ses désirs les plus étranges. Tout a commencé ce jour fatidique. Alors que je rentrais tranquillement chez moi, un épais brouillard m'a soudainement enveloppé, me rappelant le jour où j'avais perdu ma sœur. Avant que je ne puisse réagir, le paysage environnant avait disparu. Je me suis retrouvé au milieu de la capitale des démons, Mato. La panique s'est emparée de moi, et j'ai rapidement sorti mon manuel de survie de mon sac. Le manuel expliquait que les humains se perdaient parfois accidentellement à Mato. Les instructions étaient claires. Garder son calme et attendre l'arrivée de la force de défense des démons. J'ai essayé de suivre, mais soudain, des créatures démoniaques appelées Shuki sont apparues et m'ont attaqué. J'ai couru à toute vitesse, évitant de justesse leurs griffes tandis que je cherchais un abri. Juste au moment où J était sur le point d'être acculé, une puissante femme aux cheveux blancs est apparue, me sauvant des monstres, et sa présence exsudait autorité et pouvoir. Son nom était Kyuka, la capitaine de la force de défense des démons. Kyuka a anéanti les Shuki restants sans hésitation, puis, utilisant sa capacité d'asservissement, elle a transformé un Shuki en monture et m'a emmené. Au même moment, 3 autres guerrières sont apparues. Imari, Nei et Chouchou, membres de l'unité 7 de la force de défense des démons. Elles ont éliminé les monstres restants, et Nei a balayé les environs avec sa capacité de détection, alertant d'un autre essaim approchant. Kyuka a ordonné à son équipe d'engager l'ennemi pendant qu'elle m'escortait en lieu sûr. En nous frayant un chemin à travers le chaos, nous avons trouvé un autre jeune garçon également perdu. Le garçon s'est réveillé en larmes, implorant de l'aide pour retrouver sa sœur disparue. Il a été escorté en lieu sûr, mais Kyuka a continué d'avancer, me conduisant à une autre victime proche. Soudain, un cri a fendu l'air. Nous nous sommes précipités vers le son et avons trouvé une fille encerclée par les Shuki. Kyuka a invoqué un bouclier temporaire, nous protégeant, la fille et moi, pendant qu'elle élaborait une stratégie. Refusant de battre en retraite, Kyuka a pris une décision audacieuse, et elle avait besoin de mon aide. J'ai hésité, mais sa détermination m'a inspiré. Déterminée à ne pas être un fardeau, j'ai accepté de l'aider de toutes les manières possibles. Elle a dit à la fille récemment sauvée de fermer les yeux, puis elle s'est agenouillée devant moi et m'a offert un pacte pour que je devienne son lien éternel. C'est vrai. Un esclave lié par le pouvoir et la loyauté. Nerveux et inexpérimenté, j'ai hésité lorsqu'elle a tendu son doigt. Mais avec les Shuki qui se rapprochaient, j'ai léché son doigt, et une vague de pouvoir a déferlé en moi. Imari, Chouchou et Nei sont arrivés juste à temps pour assister à ma transformation. Mon corps s'est déformé en une forme monstrueuse, dégageant une force qui dépassait les limites humaines. D'un seul coup, j'ai anéanti les Shuki. Kyuka est monté sur moi, et ensemble nous avons mis la fille en sécurité. Mais les Shuki restants se sont combinés en un monstre géant I2. Kyuka m'a ordonné de charger, et notre force combinée a coupé le monstre en deux. Imari a regardé avec stupéfaction, s'interrogeant sur mon potentiel. Lorsque la bataille fut terminée, je suis revenu à ma forme humaine, tremblant devant ma nouvelle puissance. Kyuka a congédié son équipe et m'a parlé en privé. Elle a loué mon courage, m'a offert une place permanente à ses côtés, et malgré mon hésitation initiale, Kyuka a scellé la promesse d'un baiser inattendu. Kyuka a expliqué qu'en tant que maîtresse, elle devrait me récompenser, satisfaisant mes désirs étranges chaque fois que je me transformais. J'ai commencé à m'aimer, énervé, laissant tomber accidentellement son chapeau, mais en voyant sa réaction, j'ai su qu'elle était elle aussi une véritable excentrique. Elle a continué à m'embrasser de manière à faire succomber n'importe quel homme, et j'ai décidé d'accepter. Après le baiser, j'ai eu du mal à digérer tout cela. Je ne pouvais pas croire que mon premier baiser ait eu lieu dans la capitale des démons, et Kyuka a ensuite exprimé son ambition de devenir la commandante en chef et qu'elle aurait besoin de ma force pour y parvenir. Avec une détermination renouvelée, j'ai accepté de la servir comme son esclave, jurant de combattre à ses côtés. Nous sommes retournés au dortoir de l'unité 7, une structure conçue selon les principes du yin et du yang de Mato, où Kyuka m'a présenté comme le nouveau manager de quelle équipe. Bien que ma tâche soit de veiller sur le dortoir, Kyuka a clairement indiqué qu'elle me convoquerait au combat en cas de besoin. J'ai vite réalisé que le prix de mon nouveau rôle était d'être constamment enrôlé par mes coéquipières pour des tâches. Nei, la dernière recrue avant moi, se considérait comme mon aîné et a proposé de m'aider à m'adapter, ce qui n'a fait qu'accentuer mon irritation. Cependant, malgré les frustrations, une faible étincelle d'excitation persistait en moi. Pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir un endroit où j'appartenais vraiment. Ensuite, mon premier jour, en tant que gérant de la force de défense des démons, a commencé par un nettoyage méticuleux de l'extérieur, comme à mon habitude. Sans prévenir, un Shuki a émergé du sol, mais une barrière protectrice s'est immédiatement activée, projetant la créature en arrière. Nei est passé nonchalamment et a expliqué que le dortoir de l'unité 7 se trouvait juste après le portail des démons. Il était donc normal que les Shuki s'y infiltrent régulièrement. En parlant, elle a décrit la structure de Mato, une vaste ville démoniaque presque aussi grande que Tokyo, divisée en 8 districts. Chaque unité était chargée de protéger un district,
et notre unité 7 était responsable du 7e. Ney a fièrement déclaré qu'en tant qu'aînée, elle me guiderait dans mes nouvelles tâches. Ces mots m'ont irrité car elle était en réalité plus jeune que moi. Pendant que nous parlions, j'ai pointé du doigt le chouki qui se tordait sur le sol, et je me suis demandé si nous pouvions simplement le laisser là. Avant que Ney ne puisse répondre, Imari a fait irruption, lâchant une rafale assourdissante de sa Gatling montée sur le bras, et la créature a été instantanément déchiquetée. J était abasourdi, choqué par le tir imprudent si près de nous, mais Imari ne s'est pas excusé. Au lieu de cela, elle m'a réprimandé pour avoir bavardé lors de mon premier jour de travail, puis a exigé nonchalamment son petit déjeuner dans les prochaines minutes. « Calme-toi, ma grande. » Irrité par son ton impérieux, j'ai marmonné des jurons à voix basse, mais Imari m'a sévèrement rappelé que je devais être reconnaissant car était seulement grâce à la décision de Kyuka que j'avais été autorisé à rejoindre leur unité, D, élite. Rapatriant ma colère, je me suis retiré dans la cuisine et ai préparé un petit déjeuner copieux. Chouchou s'est exclamé de joie en mangeant, Kyuka a calmement accepté mes talents culinaires, et même Imari, malgré son arrogance, a demandé une autre portion. J'ai ressenti un sentiment de satisfaction devant leur approbation jusqu'à ce que je réalise que mes contributions jusqu'à présent étaient guère plus que celles d'un aide domestique pour elle, équipe entière. Frustré, j'ai interrogé Kyuka sur mon rôle, et Kyuka a calmement expliqué qu'elle ne me convoquerait au combat qu'en cas de nécessité. Jusqu'à ce moment-là, mon rôle était d'entretenir le dortoir. J était sur le point de protester, mais la lame de Imari s'est soudainement posée sur mon cou. Avant que la tension ne monte, Kyuka est intervenue et m'a rappelé que le dortoir était réservé aux guerrières, mais que mes compétences exceptionnelles en matière de nettoyage me rendaient précieux. Cependant, elle m'a froidement averti que si j'osais faire le pervers, elle déchiquetterait personnellement mon membre précieux. Plus tard dans la journée, était sur la tour de guet du dortoir, admirant la vaste étendue de matos. Mais en dessous, dans les sources chaudes privées, Imari est entré pour se baigner. Merde, j'ai paniqué, cherchant désespérément un endroit où me cacher. Mais par derrière, Chouchou est soudainement apparu, utilisant sa capacité à rétrécir et à grandir à volonté. Elle a dit qu'elle m'avait observé toute la matinée et m'a taquiné en me traitant de voyeur pervers. Avant que je ne puisse expliquer, elle a pris une photo et a déclaré que J était un pervers. J'ai paniqué et l'ai supplié d'effacer la photo, mais Chouchou a refusé. Au lieu de cela, elle a annoncé que je serais désormais son deuxième esclave, tout comme avec Kyuka. Acculé, j'ai accepté à contre-cœur. Bientôt, je me suis retrouvé à nettoyer la chambre en désordre de Chouchou, tandis qu'elle se prélassait sur son lit, feuilletant des mangas romantiques. Repérant son téléphone à proximité, j'ai témérairement tenté d'effacer la photo incriminante, mais Chouchou l'a rapidement arrachée. Elle m'a surpris en train de tenir ses sous-vêtements à mi-chemin, et J était pétrifiée d'horreur, m'attendant à ce qu'elle crie, mais elle a juste haussé les épaules. Pour Chouchou, Joen était pas un homme. J était un animal de compagnie, utile uniquement pour le nettoyage et les corvées. J'ai hésité, puis j'ai demandé si elle était vraiment d'accord pour que je lave ses sous-vêtements. Sans répondre, Chouchou a souri, prenant une autre photo et l'ajoutant fièrement à sa collection grandissante de matériel de chantage. Vaincu, j'ai quitté sa chambre pour trouver Kyuka et Imari s'entraîner dehors. Kyuka a démontré des techniques précises, expliquant qu'une attaque parfaite doit être rapide, tranchante et implacable, ne laissant aucune chance à l'ennemi de riposter. Comme sur commande, un Chouki a traversé le portail, et elle l'a immédiatement abattu d'un mouvement fluide, prouvant sa domination en tant que capitaine. J'ai regardé avec admiration, me rappelant le monde dangereux dans lequel je vivais, et j'ai juré de ne jamais la provoquer. Au même moment, Ney m'a tapoté l'épaule, me disant de surveiller Chouchou pendant qu'elle assistait à une réunion avec Kyuka et Imari. J'ai protesté, mais Ney a insisté sur le fait que Chouchou était en fait très gentille. De nouveau seul avec Chouchou, j'ai immédiatement été mis au travail, lui massant le dos. Au début, était très irrité, mais j'ai vite été distrait par mon point de vue, me demandant en silence si je devais me plaindre ou me taire. Chouchou a demandé nonchalamment pourquoi J était si bon en massage, et j'ai expliqué que j'avais appris en prenant soin de ma sœur. Elle a partagé qu'elle avait aussi des sœurs, mais après la perte de son père, elle avait été élevée dans une école réservée aux filles. Cela expliquait sa curiosité à mon égard, et sa décision de faire de moi le sien. J'ai protesté, perplexe devant sa logique, mais Chouchou a insisté sur le fait que les nouvelles joies étaient le plus important. Pour elle, combattre les Chouki était comme jouer le rôle principal dans un manga d'action. Après le massage, elle a voulu que je joue à un jeu. Que voulait-elle dire ? J'ai accepté, confiant de gagner, mais elle a ajouté une condition. Le perdant devait enlever un vêtement. Déterminé à gagner, j'ai joué très sérieusement, mais j'ai perdu tour après tour, ne me retrouvant finalement qu'en caleçon. Chouchou m'a demandé de l'enlever aussi. Alors qu'elle se rapprochait, j'ai paniqué et j'ai essayé de raisonner, la prévenant que la vue du corps d'un homme pourrait la traumatiser. Chouchou s'est contenté de rire et a agrandi sa forme, me submergeant facilement, me clouant au sol comme une poupée. Elle a baissé mon caleçon, puis a éclaté de rire de manière incontrôlable devant mon petit bonhomme. L'humiliation brûlait en moi, mais avant que je ne puisse réagir, une forte explosion a secoué le dortoir. Un Chouki géant avait brisé le bouclier, fissurant sa barrière d'un seul coup.
Chouchou m'a ordonné de reculer avant de s'agrandir pour affronter la créature. Elle a échangé des coups avec le monstre, prenant initialement le dessus. Mais lorsqu'un deuxième Chouki, encore plus grand, est apparu, elle a été durement touchée et a commencé à perdre du terrain. Je voulais aider, mais je ne pouvais pas me transformer sans l'ordre de Kyuka. Puis je me suis souvenu que lorsque nous avions conclu le pacte, j'avais obtenu le pouvoir en léchant sa main. Désespéré, j'ai couru dans la chambre de Kyuka, cherchant tout ce qui portait son parfum. D'abord, j'ai essayé ses gants, et ça n'a eu aucun effet. Puis sa chemise, mais je n'ai pu me transformer que partiellement. Finalement, j'ai trouvé ses bottes, inhalant le parfum prononcé et activant une transformation complète. De retour sur le champ de bataille, ma forme à moitié transformée a fait rire Chouchou, mais je l'ai ignoré, lui ordonnant de retenir le Chouki. Surprise par ma confiance, elle a obéi, concentrant toute sa puissance empruntée. J'ai délivré un unique coup de poing dévastateur, détruisant le monstre instantanément. Épuisé, je suis tombé de la tour, atterrissant maladroitement entre les deux pêches pulpeuses de Chouchou. Elle ne m'a pas grondé. Au lieu de cela, elle s'est moquée de mon entêtement, s'amusant de mon défi malgré ma faiblesse. Lorsque le reste de l'aile, équipe est revenu, Kyuka a massé mes blessures comme une récompense. J'ai posé des questions sur le bouclier endommagé et Kyuka a expliqué qu'il était fait de pêche magique et qu'il se régénérerait automatiquement tant que les dégâts N n'étaient pas trop importants. Avant de les laisser partir, Kyuka a réprimandé Chouchou pour son imprudence et lui a ordonné de m'aider avec les tâches ménagères pour rembourser sa dette. Lorsque les autres sont partis, Chouchou a sauté sur mon dos, affichant un sourire malicieux alors qu'elle me montrait une autre photo compromettante. J'ai regardé, incrédule. Réalisant qu'il n'y avait pas d'échappatoire, Chouchou, quant à elle, marchant et fredonnant, planifiait déjà sa prochaine ruse. Un autre jour, Kyuka a décidé de m'emmener visiter une autre équipe via les portes magiques, qui se connectaient à la ville de Yamashiro. J'ai cligné des yeux de surprise alors que Kyuka changeait pour des vêtements de tous les jours. La voir hors uniforme m'a laissé stupéfait un instant tant elle était magnifique, mais j'ai rapidement retrouvé mes esprits, remarquant maladroitement que était agréable d'être de retour dans le monde humain. Kyuka, cependant, m'a dit de profiter de l'air frais autant que possible, car cette courte pause ne durerait pas longtemps. Pendant ce temps, de retour au dortoir, Chouchou me cherchait, mais a trouvé Nei dans le débarras. Quand elle a demandé où j'y étais allé, Nei a nonchalamment annoncé que Kyuka m'avait emmené. En entendant cela, Chouchou a réalisé de quel jour il s'agissait. De retour dans le monde humain, Kyuka m'a conduit à un cimetière paisible. Elle s'est arrêtée devant une grande pierre tombale et a expliqué que était un mémorial pour ceux qui étaient morts lors de l'incident du mont Gassan à Oawa, où des démons avaient attaqué. Parmi les démons, un en particulier, la licorne, avait réussi à échapper ce jour-là. Kyuka était jeune à époque, mais elle n'avait jamais oublié. Debout devant le mémorial, elle a avoué que était l'une des raisons de sa détermination à combattre les démons. Après la visite, Kyuka était prête à rentrer, mais je l'ai doucement arrêtée, suggérant que nous fassions une petite pause. J'ai indiqué un magasin de parfait à proximité, insistant pour qu'elle essaye. Au début, elle a hésité, mais finalement elle a accepté de s'arrêter un moment. Une fois assis, je me suis ouvert, lui disant que je comprenais ses sentiments plus qu'elle ne le pensait. J'avais également perdu ma sœur lors d'une attaque de démons, donc je connaissais le poids du regret et de la vengeance, mais je l'ai averti que si elle continuait à s'y accrocher, elle se consumerait avant d'atteindre son objectif. Pour la première fois, Kyuka a poussé un soupir de soulagement et m'a offert un petit sourire. Lorsque le parfait est arrivé, Kyuka a pris une bouchée et a semblé vraiment apprécier quelque chose pour la première fois. Pendant ce temps, était paralysée. Voir son sourire m'a rappelé celui de ma sœur d'il y a si longtemps, remuant de vieux souvenirs que je pensais avoir enterrés. Mais soudain, le téléphone de Kyuka a sonné avec une alerte d'urgence. Elle m'a immédiatement ordonné de me transformer, afin que nous puissions retourner au dortoir le plus rapidement possible. Une fois arrivée, Kyuka m'a dit de changer de vêtements, mais ensuite elle m'a dit de la suivre. Kyuka m'a permis de lui enlever ses vêtements avant qu'elle ne mette son uniforme, m'offrant un spectacle agréable à l'œil, qui aurait fait saliver n'importe quel homme. Une fois Kyuka habillée, la situation est redevenue sérieuse. Des rapports affluaient concernant l'apparition soudaine de multiples gouffres d'où déferlaient des démons. Nei a rapidement balayé la zone avec ses capacités de détection, et a confirmé qu'aucun être humain ne se trouvait dans la zone, et qu'il s'agissait en fait d'un nid de démons. Moi maintenant complètement excité, je me suis préparé à accompagner équipe alors qu'elle avançait vers le site. Puis, ils sont arrivés sur le champ de bataille avec Chouchou transformé en sa forme géante. Elle a écrasé les gouffres, comme si elle détruisait une fourmilière. Imari a suivi avec son fusil Gatling, abattant les démons restants. Pour tout survivant, Kyuka et moi étions prêts à les achever. Mais juste au moment où Kyuka donnait ses instructions, une attaque surprise est venue de derrière. La licorne démoniaque est apparue, et sur elle se trouvait une femme mystérieuse qui a soudainement tiré un coup dévastateur sur Imari, la mettant à terre. Kyuka s'est immédiatement avancée, exigeant des réponses. La femme s'est calmement présentée comme une haineuse des forces de défense démoniaques, et possédant également une pêche magique, ce qui lui conférait un grand pouvoir. Ensuite, elle a combattu férocement Kyuka, sa force et sa vitesse égalant chaque coup de Kyuka. Au milieu du combat, la femme a commencé à parler de son beau petit frère.
et du fait qu'elle le cherchait. Lorsqu'un démon de bas niveau s'est soudainement approché, elle l'a fusillé du regard pour avoir interrompu son récit, mais j'ai observé, et il y avait quelque chose dans ce regard mortel qui a ravivé des souvenirs de ma sœur. Alors que la femme continuait de se battre, elle s'est moquée de l'Ekonir d'elle-même l'équipe de Kyuka, affirmant qu'il ne savait rien du véritable pouvoir du monde des démons. Elle a tourné son attention vers moi, mais lorsque leurs regards se sont croisés, il y a eu un bref silence, une étrange étincelle de reconnaissance entre eux. Ce moment de distraction a permis à Kyuka d'attaquer, me libérant de l'emprise de la femme. Cependant, au lieu de continuer le combat, la femme mystérieuse s'est retirée sur sa licorne démoniaque. En colère, Kyuka m'a ordonné de la poursuivre, mais j'ai choisi d'aider Imari et Chouchou, qui étaient blessés. En les voyant inconscientes, Kyuka a réalisé qu'elle devait privilégier leur sécurité et a annulé la poursuite. De retour au dortoir, Imari et Chouchou ont été soignés pour leurs blessures. Et cette nuit-là, derrière des portes closes, j'ai reçu ce que Kyuka a appelé ma récompense, sous la forme d', être soigné, par les pieds de Kyuka. Tout en me taquinant nonchalamment, Kyuka a caressé mon visage avec ses pieds et a discuté de la mystérieuse femme démoniaque. Elle a avoué n'avoir jamais rencontré quelqu'un comme elle auparavant. Moi, encore en convalescence, j'ai dit que la femme ressemblait exactement à ma sœur, qui avait disparu des années plus tôt après une attaque de démons. Kyuka a spéculé que la femme cherchait peut-être son propre frère, ce qui pourrait expliquer sa réaction en me voyant. Ce soir-là, je préparais le dîner, toujours plongé dans la pensée que la femme démoniaque pourrait bien être ma sœur perdue depuis longtemps. Ma contemplation intérieure fut interrompue lorsque Nei me réprimanda doucement pour avoir laissé la casserole déborder. Étonnamment, Nei ne resta pas en colère longtemps. Au lieu de cela, elle m'a sincèrement remercié pour mon aide pendant la bataille et a promis de me soutenir à l'avenir. J'ai souri et je l'ai rassurée, la traitant de mignonne et lui disant de ne pas s'inquiéter pour moi. Pendant ce temps, dans le monde des démons, la femme mystérieuse, Aoba, était vue en train de faire son rapport à son chef, tandis qu'une jeune fille aux cheveux courts nommée Coco soignait ses blessures en les léchant pour les guérir. Aoba savait déjà la vérité, que J était son frère, mais elle se demandait pourquoi J était allié à Kyuka. De retour au dortoir, J était sous la douche quand Chouchou s'est faufilé derrière moi, l'air complètement rétabli et espiègle comme toujours. Elle m'a malicieusement demandé de me retourner, me taquinant sans relâche. J'ai hésité, sachant que cela pourrait être l'un de ses pièges pour prendre une autre photo de chantage. Mais quand elle a commencé à me frotter le dos, j'ai supposé qu'elle portait un maillot de bain, et je me suis retourné, seulement pour me retrouver face à sa poitrine exposée. Maladroitement, je me suis précipité hors de la baignoire dans la panique et la honte, seulement pour me heurter à Imari, qui enlevait ses protections de pêche. Ensuite, elle s'est transformée en une bête féroce, prête à me découper en morceaux. Cependant, avant que le chaos ne puisse éclater, une porte s'est soudainement ouverte dans le couloir. De là sont entrés deux membres de L, équipe 6, Tenka et Yachio, qui m'ont rapidement taquiné de être le nouvel esclave de L, équipe 7. Les deux se sont assis avec elle, équipe de Kyuka, et Kyuka a immédiatement haussé un sourcil, exigeant de savoir pourquoi elles étaient là. Tenka a souri légèrement et est allée droit au but. Elle a expliqué qu'elle était là à cause d'une alerte d'urgence du quartier général. Il y avait un démon sous forme humaine, un particulièrement puissant. Les supérieurs avaient ordonné à toutes les équipes de coopérer si une autre attaque survenait. Avant que je ne puisse traiter cette information, Yachio a tourné ses yeux psychotiques et perçants vers sa sœur, Imari, et a raillé sa jeune sœur pour cesse, être évanouie lors de la dernière mission, déshonorant le clan Azuma et leur faisant honte à tous. Imari a serré les poings, tremblant de rage. Mais avant qu'elle ne puisse exploser, Kyuka est intervenue. Elle avait également entendu parler de L, équipe 3, ayant été attaquée 2 fois par le même démon humanoïde, et elle a précisé que la coopération était nécessaire. Cependant, Yachio n'avait pas encore terminé. Un rire froid et moqueur s'est échappé alors qu'elle se tournait vers Imari, la dénigrant comme un simple fardeau. La frustration de Imari a brûlé encore plus fort, mais Kyuka l'a immédiatement remarqué et est intervenue avant que cela ne compromette la mission. Elle a proposé un duel entre les deux équipes pour tester la force des guerrières de chaque équipe. Les lèvres de Tenka se sont courbées en un sourire malicieux, clairement amusé, et elle a accepté de revenir avec elle, équipe au complet pour le défi. Après le départ de Jol, équipe 6, Imari s'est tournée vers Kyuka, le visage désespéré et déterminé. Sans hésitation, elle a imploré de l'aide, suppliant d'être autorisée à m'utiliser pour s'entraîner. Kyuka a accepté mais l'a averti que la victoire exigerait force, discipline et sacrifice. Imari a hoché la tête avec fermeté, déclarant sans mots qu'elle ferait tout ce qui était nécessaire. Ensuite, Imari m'a traîné dehors pour commencer l'entraînement. Par démonstration et geste, elle a expliqué que sa capacité était l'apprentissage. En observant, copiant et s'adaptant, elle pouvait reproduire des techniques qui, n'étaient pas les siennes, et son objectif actuel était simple. Étudier et maîtriser les pouvoirs de Kyuka. Ensemble, nous nous sommes aventurés dans un repère de démons voisins pour nous entraîner. J'ai eu un contact physique avec Imari activant ma transformation. Mais cette fois, la forme était différente. Ce N n'était pas une réplique exacte des pouvoirs de Kyuka. Ma nouvelle forme était plus rapide, mais plus faible en termes de pure puissance.
Cependant, ma vitesse améliorée a ravivé la confiance en Imari. En me voyant combattre, elle a commencé à croire qu'elle pouvait vaincre Yachio. Lorsque nous avons terminé la session, nous étions tous deux épuisés, mais le corps d'Imari a soudainement révélé son cache-pêche, ce qui l'a choqué. J'ai balbutié, me retournant rapidement et expliquant maladroitement que les pouvoirs de Kyuka avaient un système de récompense, et que sans récompense, ma forme améliorée serait instable. Imari a hésité, les joues rougies, avant d'accepter à contre-cœur de fournir la récompense et de étouffer en elle. Ensuite, j'ai suggéré à Imari d'envisager de passer à une autre capacité, mais elle m'a sèchement réprimandé, disant que ce n'était pas si simple. Ses pouvoirs exigeaient une compatibilité, et ne pouvaient pas être changés sur un coup de tête. J'ai marmonné quelque chose à propos de son système de récompense étant gênant, mais Imari m'a ignoré et a révélé la raison plus profonde de son combat. Elle a révélé qu'elle venait du prestigieux clan Azuma, connu pour avoir produit de nombreuses générations de puissants guerriers. Mais par rapport à ses sœurs, elle avait toujours été considérée comme faible, une éternelle ratée qui déshonorait le nom du clan. Ce fardeau l'a poussée à travailler plus dur que quiconque. Entendant sa vérité, j'ai cessé de la taquiner, et j'ai hoché la tête en silence, en signe de reconnaissance. La tension entre nous s'est apaisée, et j'ai promis de l'aider, sans pour autant la laisser devenir trop complaisante. Nous avons continué à élaborer des stratégies jusque tard dans la nuit. Le plus grand obstacle restait la formidable capacité de Yachio, le contrôle du temps. Pendant ce temps, au loin, Yachio s'est arrêté au milieu d'une conversation, sentant instinctivement les machinations d'Imari et savourant l'idée de écraser sa faible petite sœur. Le lendemain, Imari m'a emmené dehors pour un entraînement encore plus intense. Elle a partagé sa théorie selon laquelle la capacité de Yachio à contrôler le temps était puissante, mais exigeait une grande endurance, et si nous pouvions la forcer à dépenser rapidement son énergie, une ouverture apparaîtrait. Elle avait également remarqué la posture étrange de Yachio pour recharger son énergie chaque fois qu'elle augmentait sa puissance, une faiblesse que nous pourrions exploiter. J'ai suggéré de nous concentrer entièrement sur la vitesse pour minimiser les chances que Yachio active sa capacité. Imari a accepté, m'ordonnant de concentrer la puissance sur mes jambes. Mes mouvements devinrent beaucoup plus rapides, mais les attaques perdaient de leur force. Lorsque ma transformation fut complète, Imari me tapota doucement la tête, reconnaissant silencieusement mes progrès, mais me rappelant qu'il restait encore un long chemin à parcourir. Ensuite, nous avons changé de lieu pour la phase d'entraînement suivante. Cette fois, Kyuka supervisait, observant silencieusement avant d'intervenir. Elle a montré à Imari l'importance de combattre à mes côtés, plutôt que de simplement me commander à distance. Cette prise de conscience fut immédiate. Imari grimpa sur mon dos, me guidant directement, et ma puissance monta en flèche. Nos attaques devinrent beaucoup plus vives, plus rapides, et plus efficaces. Jour après jour, nous nous sommes entraînés sans relâche, perfectionnant cette technique jusqu'à ce que nos mouvements soient parfaitement synchronisés. Chaque séance d'entraînement réussie se terminait par ma récompense habituelle, dont je ne me plaignais jamais. Finalement, le jour du duel était arrivé. Équipe 6 est arrivée tôt avec Tenka, Yachio et Sahara. Pendant qu'Imari et Chouchou prenaient un bain avant le combat, Sahara a glissé nonchalamment dans l'eau et s'est endormie sur place, à leur grande surprise. Après son bain, Imari est sortie, seulement pour être interceptée par Yachio. Sa sœur s'est penchée et a raillé Imari sans un mot. Pendant un instant, la confiance d'Imari a vacillé, mais je suis arrivé juste à temps. Mon regard ferme la rassurait sur la force qu'elle avait acquise grâce à son entraînement. À l'extérieur du dortoir, équipe 10 est arrivée en tant qu'arbitre désigné. Levant la main, elle a conjuré une gigantesque barrière protectrice autour de l'arène, s'assurant qu'aucun guerrier ne serait mortellement blessé. Finalement, le combat a commencé. Imari et Yachio se sont fait face. La tension entre elles était palpable. Les règles étaient simples. Combattre jusqu'à ce qu'une partie ne puisse plus continuer ou se rende. Yachio a fait le premier pas, raillant sa sœur sans cesse, confiante en sa victoire. Mais Imari a exploité son arrogance. Avec ma vitesse amplifiée, nous avons lancé une attaque surprise d'emblée, prenant Yachio au dépourvu. Cependant, Yachio a souri, imperturbable. Le temps s'est brisé alors qu'elle le manipulait, et le champ de bataille a été réinitialisé en un clin d'œil. Mais Imari était entraînée pour cela, anticipant la manipulation de Yachio. Elle a pivoté instantanément, changeant de stratégie en plein milieu. Avec moi à ses côtés, elle s'est préparée à affronter de front le pouvoir de déformation du temps de Yachio. Auparavant, après le bain, Imari, déterminée à tout savoir sur Yachio, avait demandé à Sahara si sa sœur s'entraînait, et Sahara, avec son air de lassitude habituel, avait révélé que Yachio ne s'entraînait absolument pas. Maintenant, elle conservait son attitude désinvolte, comme si le duel ne lui demandait aucun effort. Le commentaire de Chouchou sur le fait que Yachio ne prenait pas Imari au sérieux avait allumé une tempête silencieuse en elle, et cette information devint le carburant pour vaincre sa sœur. Dès le début du duel, Imari et moi avons immédiatement mis en œuvre notre stratégie secrète, celle que nous avions pratiquée sans relâche. Je me suis propulsé en hauteur avec une vitesse incroyable. Mes mouvements étaient vifs et précis. Yachio, confiante et sereine, leva son pistolet modifié et s'apprêta à activer sa capacité signature,
comptant rembobiner le temps et prendre le contrôle du combat, mais Imari avait anticipé cela. Au moment où Yashio a pris sa pose de tir, Imari a redirigé ma trajectoire, me guidant dans un piqué rapide et inattendu. Cette manœuvre soudaine nous a permis de décocher un coup supplémentaire, frappant directement Yashio. Malgré le coup, Yashio a réagi sans la moindre hésitation. Rembobinant le temps pour annuler les dégâts, et observant attentivement les mouvements d'Imari. Cette fois, elle s'apprêtait à utiliser sa capacité d'arrêt du temps, dans le but de figer complètement le champ de bataille et de prendre l'avantage. Cependant, au moment où le temps reprenait son cours, Imari et moi étions déjà hors de sa portée effective. Elle, énergie gaspillée la frustrait, mais était exactement ce qu'Imari avait prévu. Utilisant ma hauteur et ma vitesse, Imari se déplaçait autour de Yashio en des schémas rapides et erratiques, obligeant sa sœur à se retourner et à la suivre constamment. Cette tactique a brisé le rythme de Yashio, rendant nos approches plus difficiles à anticiper. La détermination d'Imari brûlait plus fort à chaque seconde qui passait, et moi, sentant sa volonté inébranlable à travers notre lien, me sentais galvanisé par sa résolution. La clé de notre stratégie résidait dans la confusion et la diversion, maintenant un mouvement incessant tout en attaquant sous des angles imprévisibles. Par l'observation, Imari a mémorisé les schémas d'attaque de Yashio, identifiant les poses spécifiques qu'elle utilisait pour activer ses techniques. En exploitant ses habitudes, Imari a contraint Yashio à des réactions prévisibles, prenant progressivement le contrôle du déroulement du combat. Cependant, Yashio n'était pas imprudente. Sous son calme altéré se cachait une couche de préparation plus profonde, et elle a révélé sa technique cachée, l'heure d'or. Avec cette capacité, elle a étendu son contrôle du temps bien au-delà des limites habituelles, figeant le temps pendant plus de 5 secondes. Dans ce moment suspendu, Yashio a calmement visé et tiré 2 fois. Une fois sur moi, une fois sur Imari. Quand le temps a repris son cours, tous deux ont été mis à terre par l'attaque surprise. Pendant un bref instant, Yashio est restée debout, victorieuse. Mais cet effort avait un prix. L'utilisation prolongée de l'heure d'or avait gravement épuisé son énergie, rendant ses mouvements plus lents et moins coordonnés. Alors qu'Imari était sur le point d'abandonner, je l'ai encouragé, lui montrant à quel point Yashio s'affaiblissait. Imari, bien que choqué, a également perçu la faiblesse dont je parlais. Avec ma force qui continuait de circuler à travers leurs liens, Imari s'est forcé à se relever. Son corps tremblait d'épuisement, mais son esprit restait vif, refusant d'accepter la défaite. La puissance de sa sœur l'avait toujours surpassée. Mais cette fois, Imari portait le poids de sa propre détermination et ma foi derrière elle. Yashio prépara un autre tir. De nouveau dans sa pose caractéristique, mais Imari avait changé de tactique. Au lieu de rester sur mon dos, elle a sauté en plein milieu, disparaissant de la vue directe de Yashio. Distraite, Yashio a tiré instinctivement, ne frappant rien. Au même moment, Imari est apparu de dessous elle, la frappant directement au cou avant qu'elle ne puisse réagir. Le coup a porté parfaitement. Yashio a chancelé, l'incrédulité gravée sur son visage avant qu'elle ne s'effondre finalement, son corps s'enfonçant dans le sol de l'arène. Chouchou et Nei ont éclaté de joie, acclamant bruyamment la victoire d'Imari. Kyuka a observé silencieusement, avec une fierté discrète devant l'excellence tactique qu'Imari avait démontrée. Même Tenka, d'habitude indifférente, a reconnu l'habileté derrière la victoire, conseillant à Sahara de considérer cette défaite comme une opportunité d'amélioration. Après, l'arbitre les a soignés et Yashio s'est réveillé, se rappelant les fois où Imari était tombé malade à cause de l'entraînement. Sa détermination incessante avait été perçue comme de la naïveté. Mais témoin de cette croissance de ses propres yeux, elle a reconnu la force qu'Imari avait acquise. Doucement, elle a félicité Imari pour sa victoire et lui a proposé de rentrer chez elle en tant qu'égale. Cependant, Imari n'avait aucune intention de rentrer chez elle et a déclaré que son équipe était sa maison. Son refus a silencieusement brisé la confiance de Yashio, mais Sahara et Tenka l'ont rapidement consolé, sachant que son arrogance acérée masquait souvent ses sentiments complexes. De retour au dortoir, les conséquences se sont déroulées en silence. Imari, toujours excitée, a saisi un verre d'eau. Mais alors que je m'approchais pour prendre mon propre verre, elle m'a tiré contre elle et m'a embrassé profondément, partageant le filet d'eau fraîche entre nous deux. Ce geste intime était sa récompense silencieuse pour l'avoir soutenue tout au long du combat. Ailleurs, Yashio et Tenka échangeaient des réflexions sur le duel, et Tenka la réprimanda pour avoir sous-estimé son adversaire. Yashio admit silencieusement que mon manque de force brute avait prolongé le combat. Cependant, elle reconnut à contre-cœur l'ingéniosité de ma coordination avec Imari. Pendant ce temps, Chouchou cherchait Imari et moi, seulement pour tomber par hasard sur les deux encore enfermés dans un baiser passionné. Leur intimité n'était pas contrainte après l'intensité du combat. Ensuite, ce fut au tour de Sahara d'affronter Chouchou. Mais ces chasseuses de démons ignoraient qu'au-delà du bouclier protecteur de Guinness, de puissants démons les observaient, attendant d'attaquer. Sahara faisait face à Chouchou, toutes deux comptant sur la pure force musculaire, et l'air devint tendu alors que le combat commençait. Le cœur de Chouchou battait plus vite, sa motivation débordait, non seulement pour la victoire, mais aussi à l'idée de m'impressionner. Elle se promit de tout donner pour gagner. Dès le début,
Toutes deux ont décidé de se battre uniquement au corps à corps, et la force incroyable de Sahara, combinée à sa vitesse surprenante, en faisait une adversaire redoutable. Tandis que la grande présence et la puissance brute de Chouchou lui conféraient un avantage dominant, leur affrontement ressemblait à deux combattants enfermés dans une cage, aucun ne reculant. Chaque coup portait intention, mais Sahara, paresseuse, manquant d'endurance, se fatiguait rapidement. Réalisant qu'elle ne pouvait pas prolonger le combat, elle déclara qu'elle libérerait sa véritable capacité, l'ancienne folle. Chouchou, tout aussi impatiente, a riposté, activant sa propre transformation avec un changement de motif et agrandissant considérablement son corps. L'excitation a monté en Sahara. Son énergie a bondi alors qu'elle invoquait sa forme d'ancienne folle. Entrant dans la troisième phase, un état qui lui conférait à la fois une vitesse et une force accrue. Lorsque Chouchou la projeta au sol avec un coup de poing brutal, Sahara se rétablit instantanément, rebondissant avec une gifle cinglante au visage de Chouchou. La capacité de Sahara prospérait grâce au temps. Plus elle maintenait sa puissance peu de temps, plus sa force devenait dévastatrice. Elle a exploité la taille accrue de Chouchou, transformant son corps plus grand en une cible facile. Soudain, des rochers déchiquetés ont surgi dessous l'arène. Une diversion intelligente qui a fait perdre l'aile, équilibre à Chouchou. Dans ce laps de temps, Sahara lui a porté un coup fatal à l'estomac, la faisant s'effondrer au sol. Mon cœur s'est serré en voyant Chouchou tomber, mais elle s'est forcée à se relever, refusant d'abandonner. Sahara la raillait silencieusement avec un sourire confiant. Mais le visage de Chouchou s'est durci, car ce combat était loin d'être terminé. Ses pensées ont dérivé vers les taquineries de ses camarades de classe sur la romance. Il lui avait dit qu'elle finirait par comprendre ce que cela signifiait de se soucier profondément d'un garçon qu'elle aimait, de se battre pour plus que sa simple fierté. À l'époque, elle avait balayé leurs paroles, mais maintenant, debout face à Sahara, meurtrie mais refusant de tomber, elle comprenait enfin. Elle voulait que je voie sa force, et elle voulait que je la voie gagner. Sahara lui a fait signe de rétrécir sa forme pour mieux bouger, mais Chouchou a refusé. Elle a embrassé le chaos, préférant les attaques audacieuses et écrasantes aux tactiques subtiles. Rugissant de détermination, elle est devenue encore plus grande que la forme de titan final d'Aaron. Très dangereuse. Et s'est propulsée dans les airs, s'abattant sur Sahara comme une météorite en chute. Sahara a tenté de repousser, mais a été interceptée en plein vol, violemment projetée au sol, alors que Chouchou la clouait sous sa masse gigantesque. Pendant un instant, Sahara semblait vaincue, son corps inerte sur le sol de l'arène. Chouchou Wu a fait signe à Guina de confirmer l'élimination. Mais avant que le premier compte ne commence, le corps de Sahara a tressailli de manière inhabituelle. Ses yeux étaient mi-clos, sa conscience semblait perdue, mais sa posture a pris une forme parfaite. J'ai regardé avec stupeur tandis que Yashio se contentait de sourire, parfaitement consciente de ce qui se passait. Elle a expliqué que était le pouvoir latent de Sahara. Quand son corps cesse de fonctionner alors que sa capacité est encore active, ses instincts prennent entièrement le dessus, lui conférant un contrôle terrifiant. Était un état de combat d'une pure sauvagerie, une rage incontrôlée. Tout comme le garçon pleurnichard Zenitsu. Sahara élança vers l'avant avec une force imparable, assaillant Chouchou sans relâche dans un flou. L'intensité absolue submergea la défense de Chouchou, la laissant haletante et meurtrie jusqu'à ce qu'elle succombe finalement sous l'assaut incessant. Le round se termina et Sahara fut victorieuse. Guina se précipita pour soigner Chouchou, mais au cours du processus, son haut se déchira, révélant ses deux globes gélatineux. Nai la couvrit immédiatement, et Kyuka rappela Chouchou sur le côté pour se reposer et récupérer. Chouchou tenta de cacher ses émotions, mais en cesse, éloignant de la foule, des larmes montèrent à ses yeux. Perdre devant moi lui faisait plus mal qu'elle ne voulait l'admettre. Dans sa chambre, elle sombrait dans le silence, luttant contre un sentiment d'inutilité. Quand je frappais doucement à la porte de sa chambre, lui offrant des mots de réconfort, elle me repoussa, me disant d'oublier son échec. Cependant, mes mots persistèrent alors que je croyais qu'elle n'était pas faible, que sa force était réelle et qu'elle avait failli l'emporter. Son cœur vacillait, désespérant de détourner son attention de la douleur de la défaite. Elle me demanda de fermer les yeux. J'hésitais, mais obéis, seulement pour être stupéfait lorsque Chouchou m'embrassa tendrement, me coupant le souffle et me laissant sans voix. Elle ne s'expliqua pas directement, insinuant seulement qu'elle voulait remplacer sa tristesse par quelque chose d'inoubliable. Dehors, Ney patrouillait, mais ne détecta rien d'inhabituel, jusqu'à ce qu'elle repère deux femmes mystérieuses se tenant sur une falaise. L'une, aux longs cheveux noirs, la regarda soudainement droit dans les yeux, et Ney sentit son esprit être envahi par une présence étrangère. Un avertissement glaçant résonna dans ses pensées. Le danger approchait. Quelques instants plus tard, une horde de démons émergea de l'ombre, déferlant vers l'arène. Guina leva son bouclier, confiante en sa force, mais la situation s'aggrava lorsqu'un des démons s'avança. Une silhouette imposante, différente des autres, parla avec une intelligence humaine. D'un seul coup, elle brisa complètement la barrière de Guina. Kyuka appela immédiatement à la fin du match et celui-ci se transforma en une véritable bataille. Tenka se déplaça rapidement, évacuant Guin et Ney en sécurité tandis que les autres se préparaient au combat. Chouchou, à peine soigné, revint sur le terrain avec Sahara.
Leur rivalité fut temporairement oubliée, alors qu'elles combattaient la Horde ensemble. Imari affronta le démon humanoïde, le chef, mais celui-ci la rejeta avec mépris, déclarant qu'Elzen n'était pas celle qu'il cherchait. Refusant de le laisser échapper, elle lança une attaque, seulement pour être repoussée lorsque le démon invoqua la foudre. Mais Yachiho écarta Imari du chemin et prit le commandement de la confrontation. Imari, comprenant l'intention de sa sœur, se regroupa plutôt avec Kyuka et moi. Ensemble, elles élaborèrent un plan pour faire de moi leur atout. Imari et Kyuka combinèrent leurs pouvoirs avec les miens, activant une transformation qui ressemblait à une évolution ultime. Mon corps débordait d'énergie, ma vitesse amplifiée et ma force magnifiée au-delà de la reconnaissance, me transformant en dieu de la guerre. Sur un autre front, Yachiho affrontait le démon humanoïde aux côtés de Tenka, la chef de la 6e unité. Ja, une fan ardente, ne pouvait supporter d'être loin de l'action, alors Na lui permit de lier ses sens, lui permettant d'assister à la bataille à travers son point de vue. Par les yeux de Na, Jana observa l'extraordinaire performance de Kyuka. Ce N n'était pas seulement le résultat de la force, mais aussi d'années d'entraînement incessant et de sacrifices pour obtenir sa position de leadership. Alors que la bataille s'intensifiait, l'agilité de Yachiho la sauva à plusieurs reprises, mais le démon s'adapta rapidement à ses tactiques. Une terrible explosion déchira le champ de bataille, coupant le bras de Yachiho et neutralisant sa posture caractéristique. La douleur se répandit dans son corps. Pourtant, elle refusa d'abandonner. Utilisant ses pieds, elle recréa le geste, activant sa capacité et inversant le temps pour restaurer son bras. Mais le prix était lourd et son énergie épuisa rapidement, la laissant vulnérable. Le démon prépara une autre attaque majeure. Mais avant qu'il ne puisse frapper, Tenka s'avança. Avec un sourire serein et une confiance silencieuse, elle révéla la pile de démons tombés derrière elle, déclarant sans un mot que le champ de bataille était dégagé. La véritable bataille entre les deux chefs commença. Le démon considérait Tenka et les forces de défense comme des futilités, croyant qu'elles étaient trop faibles pour être dignes d'intérêt. D'un éclair inattendu, il lança une attaque, forçant Tenka à esquiver à travers ses portails spatiaux. Elle réapparut derrière lui, assénant un coup de pied haut, mais le démon l'esquiva facilement et contre-attaqua avec une frappe explosive. Tenka, elle, évita encore une fois, utilisant stratégiquement ses portails spatiaux et invoquant un trou noir miniature pour blesser légèrement la créature. Furieux d'être blessé, le démon libéra toute sa puissance dans une attaque dévastatrice. Mais Tenka se téléporta rapidement derrière lui et lui asséna un puissant coup de poing au visage, le propulsant dans les airs, utilisant sa capacité de trou noir à son maximum. Elle submergea complètement le démon, l'effaçant de l'existence, et la bataille se termina presque instantanément. De loin, les autres et moi observions avec fierté. Bien que je ressente une peur inquiétante face à la puissance écrasante de Tenka, je suis resté stupéfait que Kyuka veuille devenir le chef de tous, y compris d'une personne aussi puissante que Tenka, et Kyuka rejeta la difficulté avec assurance, entendant que je voulais aussi devenir un héros ici. Mato. Par la suite, l'équipe se réunit pour un rapide briefing. Nei rapporta qu'un autre démon humanoïde était toujours en liberté, mais admit qu'elle n'avait pas pu le localiser malgré sa surveillance. Imari rapporta également n'avoir trouvé aucune trace. Chouchou suggéra que la capacité de trou noir de Tenka avait pu effacer les indices potentiels. Nei s'excusa pour son échec, mais Kyuka et Tenka la rassurèrent, la félicitant d'avoir localisé les deux démons avant le début des attaques, ce qui avait permis d'éviter des dégâts pires. Tenka me félicita ensuite pour mes contributions, reconnaissant mon impact dans la bataille. Gina, qui avait été témoin de ma performance, finit par reconnaître ma valeur et me demanda même un autographe. Pendant ce temps, Imari remercia Yachiho de l'avoir sauvé, mais Yachiho, affichant son ego habituel, la taquina en lui proposant de retourner chez sa famille, ce que Imari refusa, laissant Yachiho bouder en silence. Tenka et Kyuka convinrent toutes deux que la bataille était un match nul et le groupe décida de rentrer à la maison. Ce soir-là, je pris un bain pendant qu'Imari et Kyuka me rejoignaient, m'aidant à me laver comme on dorlote un roi pour sa récompense. Kyuka se pressa contre mon dos, me massant tout en s'enquérant de ma fatigue, et j'admis que la bataille m'avait épuisé après avoir eu deux maîtresses en même temps. Elle fit allusion à l'approfondissement de leur relation, mais décida de me laisser me reposer pour l'instant. Cette nuit-là, Nei esquissa les deux démons humanoïdes qu'elle avait précédemment détectés. Ses dessins les rendaient plus mignons qu'ils ne étaient en réalité, me laissant sans voix. Imari murmura que le quartier général publierait des croquis officiels plus tard. Kyuka, cependant, sentait que ces deux démons ne ressemblaient à aucun de ceux qu'elles avaient rencontrés auparavant. Dans ma chambre, je réfléchissais au démon mystérieux qui ressemblait à ma sœur, me demandant pourquoi elle, n'était pas réapparue, et si elle appartenait à un autre groupe. Plongé dans mes pensées, je m'endormis, sans savoir que cette nuit-là, Tenka entra silencieusement dans ma chambre, avec des intentions sinistres. Quelques jours plus tard, Kyuka,
Imari et moi visitâmes le dortoir de l'unité 6. Tenka les accueillit chaleureusement et instruisit Imari de rencontrer les autres membres pendant qu'elle discutait stratégie avec Kyuka. Tenka me demanda de l'aider avec les tâches ménagères, ce que j'acceptais sans hésitation. Cependant, le dortoir était étonnamment propre comparé à celui de l'unité 7, me laissant seulement la tâche de faire la lessive, et plus précisément de laver les jupes de pêche des filles. Malgré tous mes efforts, j'eus du mal à rester calme, et mon visage était écarlate tout au long de la tâche. Ensuite, je livrai un colis à la chambre de Yachiyo. Anxieux de sa réaction, je frappais doucement à la porte, mais sans réponse, j'entrai pour déposer le colis. Ce que je vis me stupéfia. La pièce était couverte de photos d'Imari, des petits cadres aux énormes affiches. Choqué, je posai silencieusement le colis sur la table la plus proche et m'empressai de sortir. Dans le salon, je trouvai Sahara endormie sur le canapé, l'air d'une friandise absolue. Gêné, j'essayai de la couvrir, mais Sahara m'attira instinctivement, me serrant contre elle. En tant que catcheuse, elle me pinça entre ses jambes, me laissant à la fois mal à l'aise et avec des sensations inattendues. Finalement, Sahara se réveilla et m'aida à ranger la lessive dans les chambres des membres. Ensemble, ils se rendirent à la salle de sport où ils trouvèrent Imari observant l'entraînement de Yachiyo. Sahara taquina Imari, lui demandant si elle admirait Yachiyo malgré leur rivalité. D'abord hésitante, Imari admit qu'elle admirait les compétences et les réalisations de Yachiyo, ce qui la motivait à surpasser sa sœur un jour. Sahara partagea ensuite sa théorie sur la pêche magique, suggérant que le pouvoir qu'elle conférait variait selon les individus. Selon elle, la capacité d'apprentissage d'Imari reflétait son désir de grandir comme Yachiyo, tandis que le pouvoir basé sur le temps de Yachiyo symbolisait le désir de passer plus de temps avec sa sœur. Embarrassée, Imari rejeta cela comme une surpensée, bien que j'ai trouvé la théorie de Sahara étonnamment convaincante. Après l'entraînement de Yachiyo, Imari lui tendit une serviette en un rare geste de gentillesse, mais Yachiyo refusa de l'accepter. Sahara gloussa, se demandant quelle serait la réaction d'Imari si elle découvrait la chambre de Yachiyo, et cette pensée me troubla, me poussant à lui conseiller de ne pas trop espérer. Pendant ce temps, dans une pièce privée, Kyuka et Tenka discutèrent de la menace démoniaque. Bien qu'il n'y ait pas de danger immédiat, Kyuka insista pour attaquer d'abord, plutôt que d'attendre. Tenka accepta, mais exprima des inquiétudes quant au nombre indéterminé de démons humanoïdes. Alors que Kyuka suggérait que Tenka en avait déjà vaincu 4, Tenka avertit que leur bataille était loin d'être terminée. Ailleurs, une base secrète abritait les démons humanoïdes restants. L'un des personnages que Nei avait détecté, avec Rarin, qui venait être vaincu, était également présent. Grâce à une jeune femme aux cheveux noirs nommée Shikoku, Rarin avait survécu. Shikoku, qui avait écrasé l'unité 3 lors d'une précédente rencontre, analysa la bataille avec prudence. Rarin suggéra qu'il aurait pu vaincre Tenka et exigea la présence de Joryu, une grande guerrière amazonienne aux cheveux blancs. Shikoku le réduisit au silence, affirmant que leur véritable stratégie ne commencerait qu'une fois les 8 membres réunis. Bien que Rarin se soit plaint d'impliquer d'autres démons humanoïdes, Shikoku accueillit la complexité qu'ils apportaient au plan. De retour au dortoir après la fin de la réunion avec Kyuka, Tenka lui demanda nonchalamment de me lui prêter comme esclave, ce qui surprit Kyuka. Tenka déclara que sa vie était devenue insupportablement ennuyeuse, et elle cherchait à échapper à ce vide en faisant de moi sa source personnelle de réconfort et de plaisir après des journées fatigantes. En retour, elle offrit son soutien total à la promotion de Kyuka au poste de commandante générale, en promettant de voter pour elle. Mais Kyuka resta inébranlable, refusant de compromettre ses principes et ses membres. Elle avait l'intention d'atteindre ses ambitions par ses propres forces, plutôt que de compter sur des échanges ou des raccourcis. À la fin de la réunion, Tenka laissa nonchalamment entendre son désir de passer du temps intime avec moi, une action qui dérangea visiblement Kyuka. Sur le chemin du retour au dortoir, Kyuka nous expliqua la situation à Imari et à moi. Je traitais cette information avec étonnement, réalisant que Tenka me voulait pour elle-même comme un jouet personnel pour ses frustrations. Cette pensée me mit très mal à l'aise, d'autant plus que mes responsabilités envers le dortoir de la 7e unité occupaient tout mon temps, me laissant très peu de place pour ma liberté personnelle. Cette nuit-là, pendant que les filles prenaient leur bain, je restais éveillé dans mon lit. La confusion m'a envahi, alors que j'essayais de comprendre pourquoi une personne aussi forte et belle que Tenka me cherchait. J'aspirais à devenir un héros à part entière, pas un simple jouet pour le divertissement des autres. C'est alors qu'un portail violet s'est soudainement ouvert dans ma chambre sans avertissement. Tenka est entrée sans invitation, et je me suis figé, choqué par son irruption soudaine, surtout après l'avertissement précédent de Kyuka. Tenka a lentement réduit la distance entre nous, sa présence écrasante pesant sur moi, et elle m'a dit qu'elle voulait que je sois son petit ami, pas son esclave. Son regard se fixa sur moi, inébranlable, et elle se pencha plus près jusqu'à ce que la tension devienne insupportable. Sans hésitation, elle pressa ses lèvres contre les miennes, et elle laissa tomber son manteau de ses épaules. Son intention claire qu'elle voulait que je fasse avancer l'histoire avec elle. J'ai hésité et lui ai demandé du temps pour réfléchir, mais ma décision n'a fait qu'accentuer son plaisir. Soudain, la porte s'est ouverte sans avertissement. Chouchou est entré, pour se figer immédiatement devant la scène qui se déroulait. En un instant,
Tenka et moi avons été traînés dans le salon, où Kyuka attendait avec un regard perçant. L'atmosphère devint tendue, alors que Kyuka faisait face à Tenka avec une autorité silencieuse. Tenka, imperturbable et impénitente, déclara son intention de me revendiquer. Kyuka tint bon et dit à Tenka de rentrer chez elle. Mais avant de partir, elle me dit à quel point elle me voulait avant d'ouvrir un portail et de s'en aller, me laissant confus et à bout de souffle. Le lendemain matin, Kyuka nous a rassemblés, moi et les autres, pour une nouvelle phase d'entraînement. Elle, équipe écoutait attentivement, incertaine de la procédure, mais Kyuka se rappela le moment où Imari m'avait chevauché pendant la bataille, notant un changement significatif dans mes attributs. Pour approfondir l'enquête, elle prévoyait de tester ma compatibilité avec les autres membres. Nei s'est portée volontaire en premier. Montant sur mon dos, elle a tiré ma sangle, déclenchant une transformation instantanée en une forme que Kyuka a nommée, elle, étoile rayonnante. Mon corps a rayonné d'une lumière éblouissante, et j'ai commencé à expérimenter mes nouvelles capacités. Bien que ma force physique soit moindre en combinaison avec Imari, mes capacités sensorielles ont considérablement augmenté. Ma vision était d'une netteté presque parfaite, mais j'ai commencé à paniquer lorsque mes nouvelles capacités m'ont involontairement donné des scènes de fanservice que tout homme cultivé aurait désiré. J'ai rapidement désactivé la capacité, me sentant confus, mais Kyuka a reconnu le grand potentiel de cette forme pour détecter les Shuki cachés. La tension de la transformation a rapidement eu des conséquences, me forçant à revenir à mon état normal. Nei m'a spontanément récompensé d'un doux baiser sur la joue avant de reculer. Voyant cela, Chouchou a également voulu me récompenser, peut-être même une récompense plus agréable à œil. Ainsi, avant que je ne puisse récupérer, Chouchou a demandé son tour avec enthousiasme. Kyuka a hésité, mais a donné la permission sous une surveillance étroite. Après être lié à moi, Chouchou m'a conféré la forme Iwatushi, augmentant considérablement ma puissance, mais au prix d'une vitesse significative, rendant cette forme peu pratique pour certaines batailles. Tentant de renforcer encore plus mes capacités, Chouchou a activé son changement de modèle. Mais au lieu de m'accorder de la puissance, son corps a pris une forme gigantesque. Voyant cela, Kyuka a dit à Chouchou que J était inutile en combinaison avec elle, et qu'il ne devrait donc plus jamais se combiner. Bien qu'un peu déçue, elle m'a soigneusement pris dans ses bras, me remettant en sécurité. Kyuka a décidé de privilégier la forme de Nei pour les futures stratégies. Mais avant que la session d'entraînement ne puisse continuer, Nei est parti précipitamment pour elle, école. Moi, toujours confus par la double vie de Nei, je l'ai accompagné sur une partie du chemin. Pendant la marche, Ni a révélé la disparition de ses parents lors d'un accident à Mato. Les autorités les ont déclarés morts et sa conviction inébranlable qu'ils étaient toujours en vie quelque part. Je me suis retrouvé à sympathiser avec sa détermination, avec ma propre recherche de ma sœur disparue. Pendant ce temps, Kyuka a rencontré Tenka pour le déjeuner et leur discussion a dérivé vers le commandant en chef, qui était censé négocier directement avec les Shuki dans l'espoir de résoudre la crise MTO en cours. Kyuka considérait cela comme dangereux, ne faisant absolument pas confiance aux motivations des Shuki. Tenka l'informa d'une prochaine conférence où tous les commandants seraient convoqués et promit son soutien total à elle, équipe 7 de Kyuka, ce que Kyuka accepta joyeusement. Ensuite, Kyuka est retourné au dortoir avec Tenka, me surprenant à leur arrivée. Pendant que j'allais chercher des boissons pour leurs invités, Tenka m'a taquiné subtilement, provoquant un malaise chez Nei et Kyuka. Avant que la tension ne puisse s'intensifier davantage, une alarme d'urgence a interrompu le moment, car plusieurs portails S étaient ouverts à travers Mato, signalant une menace imminente. Kyuka, Tenka et moi, nous sommes précipités vers le champ de bataille où Imari et Chouchou étaient déjà engagés dans le combat. Tenka a offert son aide, mais Kyuka a refusé, déterminé à prouver ma loyauté et ma force à ses côtés. Quand je me suis transformé, j'ai immédiatement senti la tension accrue de Kyuka, et elle m'a rappelé que J était son esclave et personne d'autre. Ensemble, nos attaques s'harmonisaient parfaitement, submergeant Tenka et Chouchou avec leur coordination sans faille. La bataille a dégénéré lorsqu'un Shuki muté est apparu, contrairement à tout ce qu'ils avaient rencontré auparavant. Kyuka a tranché la créature en deux d'un coup net, seulement pour qu'elle se régénère instantanément, choquant toute l'aile. Équipe. Forcés de s'adapter, Kyuka et moi avons combiné nos forces, libérant la puissante technique de la lame décimale. L'attaque dévastatrice a complètement anéanti le Shuki muté. Depuis un lieu caché, Shikoku observa la confrontation avec Joryu. Fasciné par l'adaptabilité inattendue des humains, Shikoku étudia attentivement leurs performances tout en doutant de leur survie à long terme. Après la bataille, j'ai réfléchi aux méthodes d'entraînement incessantes de Kyuka, et j'ai réalisé que sa discipline stricte m'avait poussé au-delà de mes limites. Kyuka, satisfaite de ma maturité, s'est permis un léger sourire. Pendant ce temps, Tenka a contemplé mon potentiel avec un sourire en coin, car pour la première fois depuis des années, l'excitation a remué son cœur. Kyuka et moi avons traversé le champ de bataille, nos lames abattant chaque Shuki restant jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus aucun debout. Alors que la poussière retombait, Kyuka posa doucement sa main sur ma tête. Un rare geste d'approbation silencieuse, et une fierté m'envahirent, pensant qu'un jour je pourrais être assez fort et la sauver. En récompense, poussé par un désir de reconnaissance plus profonde, je la pris dans mes bras comme une princesse,
et Kyuka se pencha à la place et me donna un doux baiser, une récompense plus précieuse que les mots. Tous deux sont retournés au dortoir où le groupe a bu du thé ensemble. Coco me regarda avec fierté devant les autres, et la pièce fut remplie de chaleur jusqu'à l'apparition soudaine de Tenka. Elle posa la main sur ma tête sans hésitation et me complimenta pour mes incroyables capacités, un geste qui provoqua un malaise perceptible chez Chouchou. Alors qu'une joyeuse bagarre s'ensuivait, Kyuka ne put que regarder avec un malaise que je remarquais. Malgré moi, je me suis rappelé mon enfance où j'avais affronté des brutes, mais ma sœur était apparue et les avait battus, ce qui m'avait encouragé à faire de même, voyant que ma sœur m'avait serré dans ses bras, fière de me voir si fort. Les filles écoutèrent en silence, absorbant chaque détail de mon passé et l'influence de ma sœur sur ma personnalité. Une fois sa curiosité satisfaite, Tenka partit, laissant une pièce silencieuse. Moi, épuisé par la bataille et les souvenirs, j'ai saisi l'occasion de me reposer. Soudain, Nei se figea, ses sens aiguisés détectant une perturbation dans Mato, et le changement dans son expression alerta immédiatement le groupe. Kyuka réagit sans hésitation, faisant signe à Chouchou et Imari de bouger. Les deux montèrent dans un véhicule, arrivant juste à temps pour intercepter une fille vêtue d'un imperméable jaune, acculée par une horde de Shuki. Imari s'approcha prudemment, mais avant qu'elle ne puisse offrir de réconfort, la fille attaqua sans avertissement. Un coup de poing dévastateur fit tituber Imari, la forçant à bloquer à la dernière seconde. La fille retira son imperméable, se révélant être Coco, un Shuki humanoïde, et son intention de détruire la force de défense démoniaque irradiait à travers son aura. Imari retrouva rapidement son équilibre, faisant face à la vitesse et à la force de Coco coup après coup. Imari arrêta ensuite le combat et lui parla de l'intention des humains de négocier avec eux, mais son adversaire n'avait aucun intérêt dans la diplomatie. Sans place pour la négociation, Imari et Chouchou se lancèrent dans un combat féroce. Alors que l'affrontement s'intensifiait, Coco était de plus en plus impressionné par l'adaptabilité d'Imari, ses attaques devenant plus précises en réponse. Pendant ce temps, Chouchou s'occupait des Shuki ordinaires, inconscient jusqu'à ce qu'il soit trop tard que l'un d'entre eux, Opale Tobii, était un autre Shuki humanoïde caché dans le chaos. Ailleurs, j'avais fini de me laver, et J était fier de devenir un mec bien avec mon physique. La brève accalmie fut brisée lorsque Kyuka entra sans avertissement, m'informant d'urgence de la bataille en cours, et sans hésitation, je m'habillai. Ensemble, nous nous sommes précipités dans la bataille. Notre arrivée fut marquée par le choc de l'acier et les cris des créatures monstrueuses. Au milieu du chaos, Kyuka aperçut une silhouette familière observant silencieusement de loin. Aoba observa comme un fantôme dans la brume. La confrontation s'intensifia, alors qu'Aoba mordait dans une pêche étrange. Sa puissance monta en flèche instantanément, alors qu'un halo anormal l'entourait. D'un simple commandement, elle força mon corps à l'immobilité, mes membres se bloquant contre ma volonté. Elle, équipe tout entière, était sous le choc, et Kyuka, reconnaissant le danger accablant, fut forcé de battre en retraite. Aoba s'avança avec un calme étrange, déclarant la mission accomplie. Alors que J était capturé, j'ai réalisé comme un éclair que toute la bataille avait été orchestrée pour ma capture. Imari et Chouchou ont demandé à continuer le combat, mais Kyuka les a rejetés, ordonnant une retraite pour se regrouper et se préparer au conflit à venir. Ensuite, je me suis réveillé dans une pièce inconnue, mon corps faible après la bataille, et un son étrange a atteint mes oreilles. Tournant la tête, j'ai trouvé Coco s'occupant de moi, en me léchant de la tête aux pieds. La confusion et l'insécurité se sont affrontées en moi. Mais avant que je ne puisse réagir, Aoba, ma sœur, s'est approchée. Voyant ce que Coco faisait, Aoba l'a attaqué, exigeant une explication. Mais Naon est intervenu, empêchant d'autres conflits, et a expliqué la nature curative de Coco, sa salive agissant comme un agent réparateur naturel. En entendant l'explication, j'ai réalisé que toutes mes blessures avaient disparu, tandis qu'Aoba l'a fièrement remercié et a reconnu l'aide de Coco tout en la choyant au maximum. Voyant cela, j'ai réalisé qu'Aoba était ma sœur, et Aoba m'a rapidement serré dans ses bras pour la première fois depuis des années, me faisant fondre en larmes. Après cela, vêtu de vêtements propres, j'ai suivi Aoba à travers le refuge qu'elle appelait désormais sa maison, un village isolé prospérant au plus profond des étendues sauvages de Mato, la communauté se maintenant de manière autonome, épargnée par la force de défense démoniaque et sans dépendance aux pêches de Mato. Alors que nous marchions, Aoba a présenté Coco et Nathan comme des hybrides, c'est-à-dire mi-humains, mi-monstres, tout en clarifiant que leurs âmes restaient entièrement humaines malgré leur forme altérée. La transformation, a-t-elle expliqué, avait été le résultat d'un accident survenu il y a longtemps. Maintenant, Jij était libre de me déplacer dans le village. Malgré ma gratitude, je les ai suppliés d'envisager un cessez-le-feu avec la force de défense démoniaque. Mais mes espoirs ont été rejetés. Pour eux, l'organisation était un ennemi indigne de confiance. Et à ce moment-là, j'ai vraiment senti l'intention de tuer rayonner d'eux. Aoba, sentant la tension, a subtilement changé de sujet, louant ma croissance et ma résilience, tout en m'admirant secrètement pour le chemin parcouru. À proximité, Nahan et Coco ont échangé des regards subtils, toutes deux reconnaissant que je n'étais pas entièrement de leur côté. Soudain, ma faim m'a trahi par un petit cri. Aoba est parti un instant pour préparer de la nourriture, me laissant au bon soin de Coco et Nayan.
Curieux des ressources uniques du village, j'ai observé Coco mâcher un étrange champignon Mato. Alors que je me penchais pour l'examiner de plus près, une hallucination soudaine est apparue. Des visions vives de petits pains cuits à la vapeur sans fin ont submergé mes sens. Pendant un instant, j'ai essayé de manger tous les petits pains. Et quand Aoba est revenue, elle était confuse quant à ce qui se passait. Elle m'a emmené vers une falaise tranquille, où le vent portait le parfum des terres sauvages de Mato. Là, Aoba a expliqué que son pouvoir venait entièrement de l'intérieur d'elle-même, et que ce sont les pêches de Mato qui avaient initié son processus de transformation. De retour au dortoir, Imari a soigné les blessures de Chouchou, tandis que Nei a avoué être incapable de me localiser. Même après avoir contacté les autres équipes, l'anxiété s'est répandue comme une traînée de poudre, bien que Kyuka se soit isolée, verrouillant sa porte alors que le poids de ma capture pesait lourdement sur elle. Bien que les ordres stricts du commandant général interdisent d'engager le combat avec les Shuki humanoïdes, Yuko a refusé de rester silencieuse. Dans la solitude de sa chambre, elle méditait sur mon lien avec elle, et une prise de conscience soudaine l'a envahie. Elle s'est précipitée en bas où les autres attendaient, et son instinct l'a guidée, avec une certitude inébranlable qu'elle ressentait ma présence. Son corps a réagi à la faible connexion qui les unissait. Grâce à ce lien, elle était devenue un phare vivant capable de me suivre à travers Mato. Poussée par une détermination inébranlable, Kuo a rapidement organisé équipe, chargeant Nei de rester et de se préparer au pire tandis que les autres se préparaient à partir. Alors que équipe se préparait pour sa mission, un portail scintillant s'est ouvert devant eux, ses bords ondulants comme de la lumière liquide. De l'intérieur, Tenka a émergé avec ses alliés, prête à déployer toutes ses forces pour me sauver, et le groupe est parti. Aoba s'apprêtait à m'expliquer comment elle était devenue une hybride Shuaki dans Mato. Mais Nahan est intervenu, insistant pour raconter sa propre histoire en premier, aussi douloureuse soit-elle. Nahan a commencé en se remémorant son passé de mannequin, une personne aspirant à la beauté et luttant contre l'inévitabilité du vieillissement. Sa vie a changé à jamais lorsqu'elle a été victime d'un accident à Mato. Dans un acte de désespoir, elle a mangé une pêche de Mato pour survivre. La pêche lui a conféré du pouvoir, mais à un prix exorbitant. Son corps et son visage ont été transformés. Assaillie par les Shuki, elle a combattu avec sa nouvelle force, les vainquant avant de s'effondrer d'épuisement. À son réveil, elle s'est retrouvée dans une installation de recherche Shuki à Mato. Une vieille femme l'a informée de sa condition altérée. Bien que l'explication ne l'ait que davantage troublée, et à ce moment-là, elle n'avait pas encore compris qu'elle était devenue un Shuki humanoïde. Lorsque la femme lui a demandé de coopérer en tant que sujet de recherche pour trouver un remède aux accidents de Mato, Nazan a été horrifiée. Réalisant que son corps était irréversiblement altéré et qu'elle était maintenant traitée comme un sujet d'expérience, elle a éclaté en sanglots. J'ai écouté avec incrédulité Nahan partager son histoire passée. Elle a ensuite expliqué qu'elle avait finalement découvert une capacité unique, le pouvoir de se déplacer à travers les objets, ce dont l'avait aidé à échapper avec ses compagnes. Coco a enchaîné avec sa propre histoire, révélant que la plupart d'entre elles avaient vécu des expériences similaires, bien qu'avec des évasions différentes. L'histoire d'Aoba, a-t-elle expliqué, était encore plus dure. Après avoir mangé une pêche, elle avait presque entièrement perdu son être, succombant à la folie d'un Ashuki. Pendant des années, elle avait lutté contre des pulsions qui menaçaient d'effacer son humanité. Ce n'est qu'après avoir retrouvé le contrôle qu'elle avait trouvé Naman, Coco et les autres villageoises cachées. C'est pourquoi, a dit Coco, elle était déterminée à me protéger. En entendant cela, j'ai insisté pour que leur histoire soit racontée au monde entier. Mais Aoba a rejeté l'idée comme étant vaine. Elle a soutenu que le dortoir Yin-Yang tirait trop d'avantages de Mato pour l'abandonner, malgré le pouvoir de le fermer. L'existence d'hybrides comme elle, a-t-elle déclaré, était la preuve de cette corruption. Coco, ne voulant pas être freinée, a proclamé qu'elle devrait attaquer le dortoir Yin-Yang, le détruire et libérer leurs camarades. Soudain, des Shuki sont apparus autour de nous, me faisant sursauter. Avec calme, Aoba et les autres ont présenté leurs Shuki individuels, chacun plus puissant que la moyenne. Naan m'a assuré qu'elles étaient toujours prêtes à lancer une attaque contre le dortoir Yin-Yang. J'ai essayé de les persuader, suggérant que les forces de défense démoniaques se rebelleraient si elles connaissaient la vérité, mais Aoba a révélé qu'elle avait un plan, affirmant que même le commandant général était conscient de la corruption du dortoir. Ces mots ont enflammé la détermination de tout le groupe. Je les ai exhortés à attendre, insistant sur le fait que Kyuka soutiendrait leur cause. Cependant, Aoba ne m'a pas écouté, mais ses sens se sont soudainement aiguisés, et elle a détecté quelque chose qui approchait. D'une voix autoritaire, elle a ordonné à ses hommes d'agir selon le plan. Pendant ce temps, Kyuka, Tenka et les autres sont arrivés à l'extérieur du village caché. Kyuka a expliqué que son corps la guidait, l'attirant vers ma présence dans une grotte. Elle a ordonné à équipe de donner la priorité à mon sauvetage et d'éviter les combats inutiles car ils n'avaient pas l'autorisation du commandant général. Cependant, elle a autorisé le combat si les Shuki humanoïdes attaquaient en premier. Tenka a souri doucement, remarquant que Kyuka comprenait maintenant la douleur de presque perdre quelqu'un. Sans un mot d'avertissement, des Shuki ont surgi du sol. Yashio a réagi instantanément, activant sa capacité de temps d'or pour sauter 5 secondes dans le futur, les anéantissant avec aisance.
Le sol a ensuite tremblé violemment, alors que Koko et son gigantesque Kuma arrivaient, déchirant une entrée de la grotte. Kyoka a rapidement chargé Chouchou et Sahara d'engager le combat avec Koko, tandis qu'elle et les autres s'aventuraient à l'intérieur pour me sauver. À l'intérieur de la grotte, le groupe a été stupéfait par son ampleur, découvrant un réseau inexploré que même leurs équipes de reconnaissance n'avaient jamais cartographié. Alors que Tenka s'apprêtait à ouvrir un portail spatial pour avancer plus profondément, le Shuki de Nahan est apparu pour leur barrer la route. Imari et Yachio se sont avancés, insistant pour gérer le combat pendant que Kyoka et Tenka continuaient d'avancer. Yachio a souri avec anticipation, ravi de combattre aux côtés de sa sœur, Imari. Plus profondément à l'intérieur, je suis resté avec Aoba jusqu'à ce que Kyoka et Tenka les affrontent. Aoba a essayé de les persuader, mais sa colère a éclaté en voyant Tenka me téléporter facilement en sécurité. Poussé par la fureur, Aoba s'est préparé à attaquer. Kyoka m'a déplacé vers une pièce plus sûre dans le village caché. Arrivée là, elle s'est penchée sur moi, impatiente de me récompenser d'avoir survécu. Elle a commencé par sucer délicatement mon doigt, un geste qui a fait détourner le regard à Tenka, mal à l'aise. Cependant, elle a rapidement rejoint Kyoka, léchant mon doigt. Avant que l'instant ne se prolonge, Aoba a fait irruption, furieuse de la scène et interrompant. Elle s'est jetée sur elle, mais je l'ai arrêtée, suppliant le calme. De retour au dortoir, Nei s'affairait à préparer de la nourriture et des futons pour mon retour et celui des autres. Malgré l'insécurité qui la rongeait, elle s'est forcée à être optimiste, nettoyant chaque recoin du dortoir en attendant. Pendant ce temps, Chouchou et Sahara ont essayé de persuader Koko, mais Koko, résolue, a insisté pour se battre. N'ayant pas d'autre choix, elles ont accepté le défi. La bataille a commencé. Ignorant que Juryu les observait depuis l'ombre, ayant tracé leur position, j'ai saisi l'occasion de parler, et j'ai demandé à Aoba de s'arrêter et de me permettre de partager son histoire avec Kyoka et Tenka. Après m'avoir écouté raconter le passé de sa sœur, Kyoka a exprimé sa volonté d'aider Aoba à détruire le dortoir Yin-Yang, à condition que son histoire soit vraie. Mais Aoba a catégoriquement rejeté l'offre, déclarant qu'elle blesserait quiconque, commandant ou allié, tenterait d'interférer. Kyoka s'est tournée vers moi, affirmant que si Aoba restait têtue, elle la combattrait, car était le devoir des forces de défense démoniaques. Aoba a riposté en me ligotant avec ses capacités et en invoquant son Shuki licorne pour combattre Kyoka tandis qu'elle-même défiait Tenka. Avant le début du combat, Tenka s'est présentée et a raillé Aoba en l'appelant belle-sœur, ce qui l'a mise en colère. À l'extérieur, Koko a submergé Sahara avec sa vitesse et sa force brute. Sahara a trouvé des ouvertures pour riposter, mais les mouvements de Koko étaient si fluides que ses attaques étaient inefficaces. Au moment où Sahara était sur le point d'être engloutie par le Shuki de Koko, Chouchou est intervenu, la sauvant. Chouchou a tenté d'écraser la créature, mais trouvant sa résilience inégalée, Koko s'est moqué d'elle, se proclamant leur pire adversaire, capable de les rendre impuissantes. Ailleurs, Imari et Yashio continuaient de combattre le Shuki de Nahan. Finalement lassé, Yashio a activé le temps d'or, arrêtant le temps et tirant sur le Shuki avec aisance. Cependant, avant de tomber, la créature a riposté, déchirant les vêtements de Yashio de son corps. Honteuse, mais soulagée par sa victoire. Yachio a été surprise de réaliser que Imari était acculée par Nahan elle-même. De sa cachette, Juryu est rapidement parti, courant rapporter à Shikoku. À sa base, Shikoku a enfilé sa tenue et a déclaré qu'il était temps de se présenter à Aoba et aux autres comme leur divinité. Pendant ce temps, Nei se tenait devant le dortoir, son uniforme de service impeccable, les mains jointes alors qu'elle priait silencieusement pour mon retour, et celui des autres en toute sécurité. Au plus profond du village caché, le chaos a envahi le champ de bataille. Aoba a libéré des faisceaux lumineux concentrés et éblouissants, forçant Kyoka et Tenka à se tordre et à se retourner pour éviter d'être désintégrés. Moi, pris à portée, j'ai lutté désespérément pour défaire le ruban du collier d'Aoba, sachant que était la clé pour briser son contrôle. Kyoka a sondé ses pensées à travers son rituel calmant, mais le poids de mon absence rongeait sa concentration, drainant sa force. Sa lame a continué son mouvement sans relâche, alors qu'elle entaillait la peau blindée de la licorne. Chaque coup résonnait dans son bras, mais la retraite était impensable. Tandis que Kyoka combattait la bête, Tenka a affronté Aoba de front. Aoba s'est précipité avec une vitesse monstrueuse. Ses mouvements étaient aiguisés avec une précision mortelle. Cependant, Tenka a esquivé, non seulement par instinct, mais par sa maîtrise de la téléportation qui dépassait de simples éclairs, enchaînant des centaines de changements instantanés successifs. Aoba, frustré, a mordu dans une pêche, son aura gonflant violemment, alors que son pouvoir montait en flèche, ses cheveux fouettant comme des lames. Des rayons laser ont jailli de sa bouche, et sa vitesse a brouillé toute perception. Tenka s'est préparée, pleinement consciente du danger, mais refusant de céder. En tant que commandant, elle a révélé son avantage caché. La téléportation continue. Couche après couche, plus rapide que même la vision augmentée d'Aoba ne pouvait suivre. Aoba, imperturbable, a changé de stratégie, pressant son attaque pour épuiser l'endurance de Tenka. Sachant que même son don avait des limites, ailleurs, Sahara et Chouchou se sont heurtés à Koko et à son Shuki gigantesque.
La bête était imposante, ses écailles brillant comme de l'acier, un cauchemar tiré des souvenirs les plus sombres de Mato. Chouchou l'a immédiatement reconnu car était le même Shuki qui avait causé des ravages des années auparavant. Sa carapace était réputée pour sa résistance à la destruction. Coco a ri, se moquant de leurs attaques féodales. Son pouvoir régénérateur guérissait les blessures aussi vite qu'elles se formaient. Ses railleries ont coupé profondément, révélant une intention plus sombre que la victoire. La destruction totale du dortoir Yin-Yang. Chouchou, humilié et enragé, a signalé la formation en S. Coco s'est préparé pour une technique dévastatrice, seulement pour voir Sahara saisir une chouchou miniaturisée et la lancer directement dans le corps du Shuki, où elle a grossi en plein vol. Chouchou a explosé à l'intérieur de la bête, la déchirant de l'intérieur. Avant que Coco ne puisse réagir, Sahara a arraché une défense du monstre tombé et l'a plongé profondément en elle. Coco s'effondre, étouffant dans son propre sang, mais se débat pour se régénérer avec sa salive. De l'obscurité environnante, de nouveaux Shuki émergent. Sahara, épuisé après la bataille, hésite, laissant Chouchou seul contre la horde qui avance. Au cœur du village caché, un autre affrontement a lieu. Imari chancelle, transpercé par la lame de Navon, son sang maculant le sol de la caverne. Yashio réagit instantanément, invoquant sa capacité de l'heure d'or pour rembobiner la réalité et annuler le coup fatal. Mais Naon s'est adapté, attaquant sous des angles imprévisibles, forçant Yashio à puiser continuellement dans ses pouvoirs, jusqu'à ce que l'épuisement se rapproche à chaque réinitialisation. Imari récupère, tranchant les Shuki de rang inférieur dans une frénésie. Mais Yashio la prévient que la tension sur ses capacités risque de provoquer un effondrement. Imari refuse de reculer. Son sourire élargi, sauvage et incontrôlé, alors que son corps se transforme. Ses cheveux se transforment en canons étincelants, sa silhouette blindée d'une éclatante étrangeté. Une transformation née de son temps au sein des forces de défense démoniaques. Yashio regarde, stupéfaite, Imari tirer une salve dévastatrice, brisant la caverne et révélant la cachette de Naon. Yashio fige les mouvements de Nadan avec des rembobinages précis, donnant à Imari l'opportunité d'anéantir Nadan Shuki et de la blesser gravement. Naran chancelle et est vaincu, murmurant son retour à Aoba, mais Imari refuse sa pitié. Une flamme de détermination brûle dans ses yeux, inébranlable même lorsque Yashio lui offre refuge. Imari a changé, devenant quelque chose de plus dangereux que Yashio ne peut comprendre. Sur le front principal, Tenka apparaît et disparaît, se téléportant sans cesse tandis qu'elle tend un piège. Au moment où Aoba baisse sa garde, Tenka la coince contre le mur, offrant à Kyuka une ouverture pour attaquer. Aoba chancelle, mais récupère instantanément. Sa puissance undiminished, Tenka contre-attaque avec l'Omniator, attirant Aoba dans son étreinte, mais hésite, ne voulant pas la blesser, incapable de nuire à ma sœur. Cette hésitation coûte cher. Un rayon laser déchire le flanc de Tenka, la faisant tomber à mes côtés, saignante et haletante. Tenka me prévient de la puissance croissante d'Aoba, admettant qu'elle s'est retenue par compassion. L'aveu déstabilise Aoba, sa fureur luttant contre une lueur émotion inconnue qu'elle ne peut réprimer. Pendant qu'Aoba hésite, Kyuka saisit l'occasion, avançant avec une nouvelle férocité. Avant que le cours de la bataille ne change, Coco et Naon apparaissent, brisés et vaincus. Quelques instants plus tard, Chouchou, Sahara, Imari et Yashio arrivent, se regroupant à mes côtés. Encerclée en infériorité numérique, Aoba se tient là, défiante, refusant de céder, tant que le dortoir des forces démoniaques ne sera pas en ruine. Puis, le champ de bataille change. Le plafond de la caverne se fissure, la lumière afflue alors qu'une présence divine descend. Joryu arrive, Shikoku est à ses côtés. Naon et Coco sont facilement capturés, privés de leur autonomie en un seul mouvement. Shikoku s'avance, sa voix est froide et impérieuse. Elle rejette tout lien avec Coco ou les Shuki inférieurs, déclarant sa véritable identité. La 8e déesse du tonnerre, souveraine suprême de tous les Shuki du Mato. Le poids de son nom nous laisse, Kyuka et moi, sidérés. Pour démontrer sa suprématie, Shikoku anéantit le Shuki corrompu de Coco d'un simple geste de la main. Puis, sans pitié, elle atteint le lien d'Aoba et le déchire. Le Shuki d'Aoba se tord violemment alors que sa loyauté est brisée et reforgée sous la volonté de Shikoku, se transformant en un monstre grotesque. La bête rugit et se jette sur son ancienne maîtresse. Aoba est figée, l'horreur gravée sur son visage. C'est à cet instant que j'explose dans une lumière fulgurante, me transformant tandis que Kyuka saute sur mon dos. Ensemble, nous chargeons, attaquant l'agressif Shuki pour protéger Aoba de l'annihilation. De retour au dortoir, les capteurs de Nei s'activent avec des pics énergie soudain. Les lectures deviennent plus nettes, révélant l'impossible. Car Kyuka et moi nous tenons maintenant devant Shikoku, elle-même. Une peur glaciale étreint son cœur, alors qu'elle réalise l'ampleur de l'ennemi auquel ils font face. Des années auparavant, Kyuka vivait paisiblement dans son village natal, croyant qu'elle resterait une fille ordinaire. Cette illusion s'est brisée lorsqu'un incident à Mato a ravagé sa ville, la laissant avec un traumatisme et une perte qu'elle porterait à jamais.
À partir de ce jour, elle a juré de devenir plus forte, se dévouant à devenir quelqu'un capable de protéger les autres là où personne n'avait pu la protéger. Maintenant, des années plus tard, Kyoka et moi affrontons le monstrueux Shuki d'Aoba dans une bataille désespérée. La bête se dresse devant nous, imposante. Ses attaques sont incessantes et précises. Je lutte contre sa force écrasante, mais refuse de reculer. Rassemblement chaque once de détermination, je me précipite et mords dans son bras dentelé, déchirant son enveloppe. Cet acte, imprudent mais sans peur, impressionne même Shikoku, qui observe silencieusement de loin. Mon attaque a offert à Kyoka une brève ouverture. Une chance qu'elle refuse de gâcher. Poussée par la rage et la détermination, Kyoka canalise chaque souvenir de son village détruit dans sa lame. Ses mouvements deviennent plus vifs, ses coups sont délibérés et incessants, portant le poids de ses années d'entraînement. Je contiens le Shuki avec des chaînes forgées par ma capacité, entravant ses membres et le forçant à l'immobilité. Le chemin étant dégagé, Kyoka élance et libère le summum de sa puissance. Un coup décisif, si précis et puissant qu'il fend la bête en deux d'un seul trait net. Le champ de bataille sombre dans le silence. Kyoka et moi, ainsi que les autres, regardons, stupéfaits, le corps sans vie du Shuki s'effondrer. Shikoku, témoin de la démonstration de force de Kyoka, se retire dans l'ombre. Pourtant, en partant, son regard s'attarde, non pas sur Kyoka, mais sur moi. Kyoka lève sa lame, dédiant la victoire au souvenir de son village détruit. Elle me charge de rallier les autres, déterminée à nous regrouper et à consolider notre position. Cependant, mon attention se tourne immédiatement vers ma sœur Aoba, blessée à proximité. Malgré le choc, Aoba me rassure qu'elle va bien, redirigeant son inquiétude vers ses amis Naan et Koko. Elle insiste pour les sauver, refusant d'abandonner quiconque. Kyoka promet de la protéger sans hésitation, et Tenka se joint à elle, jurant de soutenir la cause d'Aoba et d'empêcher l'interférence du dortoir des forces démoniaques. Mais Aoba refuse d'être impliquée avec les forces de défense démoniaques. Méfiante de la cruauté de la chef suprême, Tenka confirme silencieusement ses craintes, révélant que le commandant éliminerait probablement Aoba si l'occasion se présentait. Kyoka conseille à Aoba de se cacher, la prévenant que l'incident atteindrait inévitablement les oreilles du commandant et pourrait entraîner une chasse implacable. Comprenant le danger, Aoba accepte de mettre ses gens à l'abri, promettant d'attendre son heure et de garder ses forces en sécurité, tandis que Kyoka promet d'enquêter personnellement sur le dortoir des forces démoniaques pour assurer la protection d'Aoba. Kyoka, Tenka et moi retournons au dortoir où Nei les accueille avec soulagement. Elle informe Kyoka que Chouchou et Imari sont en convalescence et seront de retour dans quelques jours. Tenka part peu après, déclinant mon offre de récompense immédiate, choisissant plutôt d'attendre qu'elle soit complètement rétablie. À l'intérieur du dortoir, Kyoka m'ordonne de rester vigilant à toute attaque future, puis prend un bain et se repose. Pendant ce temps, Nei prépare des vêtements pour Chouchou et Imari, mais remarque mon expression anxieuse. Elle me console silencieusement et, quand mon estomac gargouille, elle me sert un repas chaud qu'elle avait préparé pour tout le monde. Je mange en silence, mes pensées vagabondant. Peu après, Kyoka sort de la salle de bain et, percevant ma tension résiduelle, décide de me soulager à sa manière. Elle me conduit à sa chambre où elle se déshabille, révélant la méthode qu'elle a choisie pour récompenser mes efforts. Je rougis profondément alors qu'elle réduit la distance, et nous commençons à nous embrasser, la passion et l'anxiété se mêlant. Me taquinant, Kyoka me traite de pervers et me maintient dans une prise amusante, proclamant être ma maîtresse. Sa jalousie se manifeste alors qu'elle se plaint de ma loyauté envers Aoba. Agacé que écoute ma sœur, plus qu'elle. Déchiré et submergé, je cède finalement, et choisis d'aller dormir. Déçue mais affectueuse, Kyoka me serre doucement dans ses bras, murmurant des promesses de plus grandes récompenses à venir. Ailleurs, dans le palais de Shikoku, l'atmosphère s'assombrit. Koko et Naan sont donnés en pâture à une entité divine naissante. Leur corps fusionne en quelque chose d'impie. Joryu remet en question les méthodes de Shikoku, mais elle écarte ses préoccupations, expliquant que la créature doit être nourrie. Elle est destinée à devenir sa plus forte alliée, un acolyte divin pour servir leur empire pour toujours. Le lendemain, mes compagnons et moi célébrons leur victoire durement gagnée. Je prépare un festin somptueux. Au grand plaisir de tous les présents, Tenka arrive, impatiente de goûter à ma cuisine. Ayant entendu des rumeurs sur mes compétences, avant même que je puisse prendre la parole en tant que leader de la bataille, Chouchou m'impose le silence avec impatience, se jette sur la nourriture et fait rire toute la table. La célébration est emplie de chaleur. Imari partage des moments tendres avec Yachio. Chouchou se lie avec Sahara, et Tenka persiste à taquiner Kyoka, la forçant à me partager avec elle. Chouchou et Imari, fraîchement sortis de l'hôpital, m'accueillent chaleureusement à la maison, me touchant profondément. Cette nuit-là, je me retire dans ma chambre où je trouve un petit pansement laissé par Aoba. Le tenant, je me remémore nos derniers instants ensemble. Après avoir vaincu le Shuki d'Aoba, Kyoka a juré d'accéder au poste de chef suprême, promettant de démanteler le dortoir des forces démoniaques, de libérer Aoba de son contrôle et de trouver un remède pour la restaurer.
Soulagé, Aoba m'a confié aux soins de Kyuka. Alors que le village caché s'effondrait autour d'eux, j'ai confessé mon rêve longtemps chéri de devenir le héros d'Aoba. Avec un doux sourire, Aoba m'a exhorté à trouver un remède pour elle. À partir de cet instant, mon objectif a changé. Ne poursuivant plus un idéal vague d'héroïsme, je me suis engagé à sauver ma sœur. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour trouver Tenka assise sur moi, exigeant la récompense particulière qu'elle attendait. Avant que quoi que ce soit ne puisse se produire, Yuko fait irruption dans la pièce, furieuse, et ordonne à Tenka de partir, invoquant des responsabilités urgentes. Agacé contre moi, Yuko me soumet à un entraînement rigoureux avant de me laisser me reposer. Plus tard, Imari s'approche de moi pour demander de l'aide, afin d'améliorer la bénédiction de sa pêche, déterminée à devenir plus compétente et à gagner sa place aux côtés de Kyuka. À proximité, Nei remarque Chouchou souriant doucement à elle-même, méditant sur les leçons silencieuses d'amour qu'elle a apprises pendant son séjour à l'infirmerie. Chouchou admet en son cœur que de nombreuses filles s'intéressent profondément à moi, décidant qu'elle attendra le bon moment pour me poursuivre. Leur moment de calme est interrompu lorsque Nei détecte un afflux d'énergie soudain. Un nouveau portail s'est ouvert à proximité. Elle, équipe se mobilise immédiatement. Imari et Chouchou prennent de l'avance pour dégager le chemin, tandis que Kyuka et moi nous préparons pour l'engagement direct. Avant de partir, je m'agenouille et embrasse la main de Kyuka, réaffirmant mon vœu de servitude. La puissance m'envahit alors que ma forme d'esclave se manifeste et Kyuka monte sur moi. Les deux ne font qu'un, une force sans faille. Ensemble, ils déchirent les Shuki qui s'approchent, fendant leur rang avec une efficacité brutale avant de couper un géant en deux d'un coup net. Cette victoire marque le début du chemin de Kyuka pour devenir chef suprême, et ma transformation en le héros que J était déterminé à être. Invisible au loin, Aoba observe depuis l'ombre. Voyant son frère prospérer aux côtés de Kyuka, elle ressent un soulagement mais ne peut se reposer. Silencieusement, elle prie pour Koko et Naan, jurant de les sauver des griffes de l'Empire. Laissez un commentaire ci-dessous. Une récompense, visuelle, si vous regardez jusqu'à la fin.